waaw comme ni nga gisee la gendarmerie est venue pour interrompre li nga xam ne moo di veillée nocturne bi nga xam ni moom la waa tey coalition Diomaye Président organisé woon fii ci terrain basket bi si Mermoz ñoo ngi nii ñëw menacé gars yi menace véritablement d'amener les lacrymogènes et de venir pour tas li nga xam ne moom moo di veillée nocturne bi nga xam ne moo fi am lii nag c'est inédit parce que c'est vraiment kenn mënul comprendre li nga xam ne moom la ñuy ñëw def ndax lii c'est un endroit fermé te en plus c'est un endroit privé ndax dañoo tànn dem ñëw ba si benn cité fi nga xam ne moo di cité universitaire bi nga xam ne moo nekk fii si Mermoz def ko ci biir cité bi genre fépp am ay enclos ak lépp waaye gis nga leen ñoom ñu ngi nii ñëw di menacer ils sont venus avec leurs menaces comme d'habitude ils sont venus véritablement pour ne dañuy tas affaire bi la persécution que le Pastef vit depuis sa naissance moom mooy continuer ba léegi te gis naa ne à chaque fois c'est fait avec benn autorité bu xaw a doy waar. C'est vraiment abusé lii moom c'est du jamais vu. Ensuite, comme c'est celui de ça, on a nommé M. Babacar Gueye, qui est l'un des contributeurs de l'activité hier à la presse. Et après, on donne la parole à ceux qui en veulent, mais pour un maximum de personnes. Le fonctionnement des universités. C'est ça la mission. Donc, Sono, si l'hymne national est prêt par nous, vous pouvez balancer. Est-ce que vous avez...
même devant 150 000 policiers, il ne faut pas venir pour dire quand même un officier dans les gendarmeries, revenir avec vous, ça c'est pas possible. Non, vous dites la vérité, Antoine. Ça se fait pas. Il est venu, on a renseigné. Il a dit qu'il va rendre compte. Il est dans son boulot. Pourquoi il a même beaucoup d'expérience. Le gars, il est énervé. C'est normal. Sang.
Ensuite, on va donner la parole au professeur Mamadou Diouf qui va nous faire un propos introductif. Il n'est pas colombien. Et ensuite, normalement, au professeur Félix aussi. Et après, on donne la parole à qui la veut, mais qu'on essaie d'être bref parce que le temps est déjà court. Si on peut avoir 2-3 minutes maximum, sans intervenant, ça va aller. Donc, décédé, donc vendredi à l'UGB. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Puisse son âme reposer éternellement en paix auprès du Seigneur des mondes et que son décès violent ne soit pas pour rien. Merci. Technique, s'il y a en ligne le professeur Diouf, on peut lui donner la parole. Issa, it's okay. Professeur Diouf, vous entendez? Allô, professeur. Est-ce que vous nous entendez? Ok. On vous voit, on voit les lèvres bouger, mais on n'entend pas encore. On va essayer de mettre directement le micro sur le haut-parleur du laptop et puis on va s'en contenter en espérant qu'on pourra bien entendre ce que vous allez nous dire, professeur. Mais laissez-nous juste quelques secondes. C'est bon. On met le micro. Hein? C'est bon. Professeur, on peut faire un test. Vous nous entendez? On va essayer. Allez-y, prof, s'il vous plaît. Professeur, essayez, on va voir si on vous entend. Juste pour tester d'abord. Non, non, non. Pas encore bon, non. Vous ne m'entendez pas? Ah, oui, là c'est formidable. Si, si, là c'est OK. Professeur, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Ok, je peux. Ok. Donc, je voudrais d'abord remercier les collègues qui m'ont donné cette occasion de réfléchir avec eux sur la situation qui prévaut aujourd'hui au Sénégal. Ce que je peux dire, c'est que cette situation est proprement, pour un Sénégalais, une humiliation historique. C'est une humiliation historique parce qu'elle correspond à un moment où le chef de l'État sénégalais, la classe politique qui est avec lui, est en train de piétiner, sont en train de piétiner notre expérience démocratique. Que cette expérience démocratique soit limitée ou non, et parfois montrer des signes très graves de perversion. Cette démocratie, nous avons constamment essayé de la violence, mais le plus souvent dans la concertation. Et je pense que c'est cela qui a permis de créer au Sénégal
une culture politique, des attitudes politiques qui ont alimenté ce qu'un de mes collègues anglais, Donald Cruz O'Brien, qui est l'ami de mon ami, qui était l'ami de mon ami Momar Koumba Diop, a appelé l'expérience réussie, la réussite historique du Sénégal, ce qui explique sa stabilité, ce qui a expliqué la capacité des acteurs politiques, bien sûr, à être souvent dans la confrontation, mais avoir eu la possibilité de s'arrêter et de trouver la solution. Et en fait, ce qui le montre qui est assez extraordinaire et qui est la preuve de cette extraordinaire réussite des Sénégalais, c'est la réaction de la communauté internationale démocratique et libérale, qui est en fait un encouragement parce qu'elle atteste effectivement d'une expérience historique particulière, c'est-à-dire de cette lumière dans les ténèbres et la pénombre de l'Afrique. Le Sénégal est devenu une boussole dans les expérimentations démocratiques. Et c'est pour cela que les réactions très positives qui poussent à un retour au calendrier électoral sont effectivement la preuve que les démocrates du monde entier sont attachés à l'expérience démocratique sénégalaise. Et c'est cette expérience que nous avons toujours voulu approfondir. Et nous devons être les gardiens de ce temple dans un environnement où s'accumulent tous les dangers et une violence qui essaie de se faire une place dans l'espace public sénégalais. N'a-t-on pas acheté plus d'armes à feu que de livres? N'a-t-on pas ouvert plus de casernes et recruté plus de policiers que d'enseignants? Par contre, l'université est hermétiquement fermée. Et c'est cette fermeture de l'université est l'une des preuves les plus importantes de l'effondrement de la démocratie sénégalaise. Et cette situation, vu qu'on est dans un environnement d'universitaire, en fait me fait retourner à 3 romans. Et ces romans, c'est une manière de dire, si vous voulez, c'est une manière de dire qu'il faut continuer à penser, il faut continuer à faire des recherches, il faut continuer à instruire, à éduquer, à publier, à échanger et à délibérer. Le premier de ces romans, c'est un roman de Gabriel García Márquez, un romancier colombien, chronique d'une mort annoncée. On peut dire que depuis 3 ou 4 ans, ce à quoi on a assisté, c'est la chronique de l'impossibilité de tenir des élections. Et il est quand même évident que si on regarde la démarche de la classe politique au pouvoir, elle a indiqué depuis au moins 3 ans que si le président Macky Sall n'était pas candidat à un 3e mandat, il sera difficile de tenir les élections. Et je pense qu'ils ont tenu leur pari. Donc la chronique est une chronique aujourd'hui que l'on devrait développer. Le deuxième roman, c'est un roman de Amadou Kourouma, En attendant le vote des bêtes sauvages. C'est la chronique de la construction d'un pouvoir autoritaire, la chronique de la manière de piétiner et d'écraser la pensée, d'arrêter, si vous voulez, l'éducation et de faire de la violence et du recours à la violence, disons, la manière d'intervenir. Et il faut le dire, les universitaires, même si certains d'entre eux ont participé à la consolidation du pouvoir, les universitaires ont toujours payé un prix qui est un prix en fait très lourd à la bataille pour la préservation de la démocratie. Et le dernier, c'est un roman encore de García Márquez,
l'automne d'un patriarche, la décadence et la déchéance, la fin à la fois tragique et d'une violence extrême, disons, d'une dictature qui s'effondre. Et pour moi, à laquelle nous sommes est une crise qui est l'expression ultime de la dérive autoritaire du régime qui s'annonce plus ou moins à la fin du premier mandat du président. Et cette crise est rythmée par les emprisonnements, les exils, les réformes institutionnelles, les traitements de faveur de certains corps des États, le culte des infrastructures, la corruption, le népotisme. Aujourd'hui, les universitaires doivent en tirer des leçons et les éviter à l'avenir. Mais la crise aussi signale que les deux alternances du moins, la transparence et les coalitions politiques ne sont pas parvenues à démanteler ce qu'est le système. Et la lutte contre le système semble être aujourd'hui l'enjeu particulier de la bataille. Et c'est pour ça qu'il y a d'une part les tenants du système qui tentent de le préserver et d'autre part ceux qui tentent de démanteler aujourd'hui un système qui repose sur un modèle qui est un modèle à l'agonie. Donc la crise doit être pensée comme une opportunité pour rompre définitivement avec le présidentialisme. Il est indispensable de rouvrir le débat pour proposer un nouveau contrat social et un nouveau régime. Et là aussi, l'université devra payer un très grand rôle en amenant le débat à une situation, si vous voulez, dans un espace qui est un espace plus large. Et là où on le voit le plus, si vous voulez, c'est cette espèce de prison dans laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est la prison de l'ensemble des discussions devenant des discussions juridiques. Il faut sortir du carcan juridique et penser que les solutions politiques ont des réponses politiques. Et le droit n'est qu'un moyen d'organiser la vie sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui, l'ensemble des disciplines doivent participer effectivement à ce travail qui est un travail de repenser non seulement le système, mais de travailler aussi sur les imaginaires des Sénégalais. Cela invite à des opérations qui sont des opérations de rupture. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'aujourd'hui, on a au moins une base. Cette base, ce sont les conclusions des assises nationales. Wow. Il va falloir les repenser parce que beaucoup d'années se sont passées. Mais il va falloir aussi les tester. Et les tester avec les populations sénégalaises. Il faut inventer de nouvelles formules éducatives. Il faut inventer de nouvelles formules d'information. Il faut inventer de nouvelles formules d'imagination. Et je pense que les universitaires, les artistes ont un rôle à jouer. Et ce rôle, c'est effectivement de consacrer leur énergie et leur pensée à essayer de comprendre cette société, à essayer d'en voir, si vous voulez, les structures, les formes qui sont les formes qui lui sont propres pour pouvoir, dans le temps et tout le temps, penser, innover, s'ajuster et s'adapter. Malheureusement, la crise est aussi porteuse de violence. Cette violence qui commence à devenir, depuis quelques années, si vous voulez, une habitude. Il faut aussi rompre avec cette violence. Et rompre avec cette violence, c'est créer effectivement une manière de comprendre le bien commun, une manière de vivre une vie commune,
dans la diversité, dans la pluralité et dans la délibération. Donc je remercie encore une fois les collègues pour nous avoir donné cette occasion de pouvoir échanger. Merci. Merci beaucoup, professeur Diouf. Si, je crois que pour aller vite, on peut... parce qu'il est tard chez nous, hein, professeur. Il est minuit presque, je pense. Chez vous, il doit être 17h, quelque chose comme ça. 17h, 19h peut-être, ouais, quelque chose comme ça, mais bon, ici un peu tard. C'est pour ça qu'on est, on est obligé d'accélérer un peu. Est-ce que, technique, est-ce qu'il y a, on peut connecter à Felwine? On peut donner la parole à Felwine, c'est possible. Felwine Sarr, est-ce que tu es là? Attendez. Oui, je vous entends, oui. Ok, donc tu as la parole. Bonsoir à tout le monde. J'aimerais aussi à mon tour remercier les collègues donc, de me donner l'opportunité de participer à cette veillée. Et j'adhère fondamentalement avec ce que Mamadou Diouf vient de dire. Je pense qu'on vit un moment crucial de l'histoire politique de notre nation. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous est demandé de faire corps dans notre communauté, celle qui est la communauté académique, et je suis heureux de participer à une expérience de mise en mouvement, de faire corps, et de faire corps aussi avec la nation. Et peut-être aussi de nous interroger, donc de manière critique s'il le faut, sur notre rôle, sur le rôle que l'université peut jouer dans les dynamiques qui sont en cours. Et nous rappeler que, bien évidemment, enseigner, rechercher, transmettre est notre mission, mais que notre mission aussi, c'est de faire de manière inconditionnelle profession de lucidité, d'une part. Qui dit profession de lucidité dit tentative de vérité, profession de vérité, et jouer notre partition dans la transformation de nos sociétés. Et aujourd'hui, le défi qui est le nôtre, c'est le défi de la République et de la démocratie. Et c'est le défi tout simple de limiter, d'arrêter la dérive autoritaire du régime en place et de l'arrêter par l'arme la plus absolue que nous avons, qui est l'arme de la pensée. Alors, la dérive autoritaire, nous la connaissons, nous en avons vu les manifestations, restriction de l'espace public, emprisonnement, instrumentalisation du droit, violence physique exercée contre la nation, élections non inclusives, etc., etc. Tout type de violence multiforme depuis quelques années, par le régime pour des intérêts privés, des intérêts de clans, et idéologie, mensonge d'État. Et peut-être là, l'un des premiers travaux qui est le nôtre, c'est de produire un discours sur le réel qui défait le mensonge d'État et qui défait la tentative de fabrique du consentement. Cette tentative de fabrique du consentement qui tente par une phraséologie gouvernementale de voiler le réel. Et là, je trouve que les universitaires ont joué un rôle important. Ils ont joué un rôle important d'élucidation, de clarification. Lorsqu'on a voulu instrumentaliser le droit constitutionnel lors du débat, lors de la troisième candidature du président de la République, les universitaires ont été instrumentales, cruciales, et ils ont apporté des armes intellectuelles, ils ont apporté des arguments à la société, ils ont refusé qu'on la trompe, ils ont refusé qu'on lui mente, et je trouve que c'est absolument fondamental de jouer ce rôle-là. Mais ce travail, on doit le poursuivre. On doit le poursuivre en temps de crise. Donc c'est ce que nous faisons aujourd'hui. On doit le poursuivre en temps de paix. Et certainement, une fois que la crise sera dépassée, il nous reviendra d'imaginer la libération totale et complète. Donc ça veut dire que plus qu'enseigner, plus que transmettre, il nous est demandé de mener la bataille du sens. Et cette bataille du sens, on doit la mener du côté du peuple, du côté des plus vulnérables. Et peut-être que c'est pour nous l'occasion de payer notre dette à la société. La société nous met dans des conditions confortables, elle nous donne du temps, elle nous donne le loisir de réfléchir, elle nous donne le loisir d'élucider les dynamiques sociales, elle nous donne la possibilité de tenter de la comprendre. Et donc, nous devons lui rendre sa lumière, nous devons lui rendre son intelligence,
nous devons lui rendre sa lucidité, nous devons lui rendre sa compréhension d'elle-même, et une situation, même affreuse, lorsqu'on la comprend, on l'éclaire, lorsqu'on l'éclaire, on la domine. Donc la crise qui est la nôtre nécessite bien évidemment que nous fassions barrage à toutes les tentatives de confisquer nos libertés, mais avec les armes qui sont les nôtres, ce sont les armes de l'intelligence et de la lucidité. Et l'effondrement de la pensée va avec l'effondrement des sociétés, et nous devons devenir le dernier bastion. Quand les choses s'effondrent, de maintenir ce qui nous permettra de rejaillir, de rebondir, de nous relever. Et c'est une responsabilité que nous avons, bien évidemment, de dire, comme l'a dit Mamadou, de faire l'inventaire, mais une grande responsabilité de lutter contre l'oppression. Et cette oppression, cette fois-ci, elle est interne. Bien évidemment, il y a des articulations géopolitiques complexes, mais là, l'oppression à laquelle nous devons faire face, elle vient du ventre de notre société, elle vient de nous-mêmes, elle vient d'une partie de notre société, et nous devons lui faire face avec beaucoup de courage, beaucoup de lucidité et beaucoup d'engagement. Bien évidemment, le pacte post-colonial, il est à rompre. Depuis les indépendances, nous n'avons pas réussi à fondamentalement nous émanciper. Le processus est en cours, il est difficile, mais il nous faut réinventer des formes sociales, il nous faut réinventer des formes de gouvernementalité, il nous faut apprendre notre histoire politique récente, il faut apprendre des vulnérabilités de nos dispositifs institutionnels. Et je pense que en étant dans la crise, on peut s'autoriser à penser l'après-crise. Évidemment, les barricades qu'il faudra qu'on dresse contre le mal qui avance et lui opposer une farouche volonté. Mais il faudra aussi que nous nous remobilisions, comme nous le faisons aujourd'hui, et que nous continuions le travail de clarté, le travail de pensée, et contre le pouvoir de la force, que nous opposions le pouvoir de l'intelligence. Et ça me semble être une responsabilité que nous avons, et une responsabilité que nous devons remplir nous-mêmes, pour la collectivité, pour nos enfants, et pour la construction de notre destin collectif. Donc je ne serai pas plus long, et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'intervenir et de dire un mot dans ce moment important et historique. Et voilà, donc je vous donne la parole. Ok. Merci beaucoup, Felwine. Je crois que maintenant on peut ouvrir une liste. On peut ouvrir une liste d'intervenants et on essaie de se caler pour 2 minutes maximum. Je rappelle que c'est crise politique au Sénégal et impact sur le fonctionnement des universités. C'est ça le thème central aujourd'hui. Voilà. Donc, pardon. Donc, il semble que vous avez peur que vos noms soient inscrits sur quelque part, donc je vous comprends. Donc, sous l'anonymat, vous pouvez prendre le micro et parler, hein. On va pas vous filmer. Qui veut oui, j'ai compris. Hein. Celui-là. D'accord. Professeur, nos deux vous invités, je voulais vous poser une question là. Voici l'analogie que j'établis. Il y a 2 espaces au Sénégal qui sont sous blocus. C'est le blocus de la Casamance et le blocus de l'Université de Dakar. Et donc, je vous invite un peu à nous offrir une réflexion par rapport à ce type de blocus. Est-ce que Macky Sall pense que les universitaires sont aussi violents que l'imaginaire qu'on nous donne de la Casamance? Étant donné d'ailleurs que, on doit dire une chose, c'est que l'armée sénégalaise, elle est formée en Casamance. Et la brutalité qu'on voit l'armée sénégalaise en train de faire dans la capitale, c'est la poule qui revient, la bête immonde qu'on a formée en Casamance qui revient souvent sur le territoire national et dans la capitale. Donc ma question est là, quel type d'analogie vous pouvez nous offrir aujourd'hui, étant donné que Macky Sall met un blocus pour la Casamance, impossible de voyager, la navigation maritime est fermée, et il en fait de même pour l'université de Dakar.
réflexion ça vous fait? Ce type de violence qui voit même au sein des universitaires. Merci. Qui veut d'autre la parole? J'entends. Bon, le micro. Merci, chers collègues. Merci, chers professeurs, pour vos exposés. Je voudrais intervenir sur 3 points rapidement. D'abord, sur les impacts de la crise universitaire, de la crise politique sur l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et les universités publiques du Sénégal. Ensuite, sur la part de responsabilité des personnels de l'université, ce qui me paraît extrêmement important, enseignants comme étudiants et PATS. Et je voudrais commencer d'abord par dire que c'est l'autorité rectorale qui a campé le débat déjà sur les impacts. Parce que dans une interview, il a clairement dit que le calendrier universitaire était dicté par le calendrier politique. Cela voudrait dire qu'il y a une abdication de l'autorité, d'abord, par rapport au respect du calendrier universitaire, par rapport au respect du quantum horaire, qui sont des éléments extrêmement importants pour la validité des diplômes à l'Université Cheikh Anta Diop et dans les universités publiques. Et là, il y a un blocus de l'université aujourd'hui. Je pense qu'il y a une grande part de responsabilité qui nous revient, nous en tant qu'enseignants, parce que nous avons accepté quelque part, en l'absence d'une décision précise du Conseil académique et scientifique, de faire des cours dans des lieux autres que les lieux dédiés à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cela a été une discrimination. Le taux de présence de nos étudiants, tous nous en sommes rendus compte, est un taux qui est extrêmement minime. Donc il y a là une discrimination par rapport à l'équité pédagogique, à l'équité du point de vue didactique dans les apprentissages et les enseignements. Et je termine par la validité des diplômes qu'on va délivrer aujourd'hui. On nous parle de remédiation. Mais lorsqu'on parle de remédiation en réalité, c'est parce qu'on a fini d'enseigner, d'évaluer les enseignements et de voir qu'il y a des problèmes par rapport à ces enseignements-là et on essaie de les remédier. Mais lorsqu'on n'a pas enseigné, ou lorsqu'on a enseigné au minimum, comment peut-on parler de remédiation? Je termine par une réflexion qu'un de mes étudiants m'a faite, que j'encadre. Il est venu, il m'a dit, monsieur, c'est impossible que je rende en 15 jours mon rapport. Je lui ai dit, moi, ce n'est pas de ma responsabilité, je fais mon travail. Et il m'a répondu, c'est mon droit que je puisse finir dans les temps. Je n'avais plus de réponse à lui donner. Et je pense que nous devons prendre notre responsabilité et faire comprendre au président Macky Sall, faire comprendre à l'autorité rectorale que l'université est assise sur la base de liberté académique et scientifique, que les enseignants ont leur mot à dire sur les pratiques pédagogiques, sur le calendrier universitaire et sur le quantum horaire. Et nous savons tous, nous qui sommes là, que ce quantum horaire-là n'a pas été respecté et les 2 années vont se chevaucher. Je vous remercie. Bonsoir. Je suis Ndene Mbouch du département de Philo et du Sud-Est, si vous voulez. Je profite de l'occasion pour dire merci aux intervenants, ceux qui ont pris la parole en premier. Je crois que leur réputation a prévalu encore et nous sommes contents d'avoir entendu et réécouté à nouveau ce qu'ils disent de merveilleux pour le pays. Pour la crise politique, je crois qu'il y a juste une crise du Sénégal. Il n'y a pas de crise politique. La crise politique a complètement décimé le pays. Et c'est le moment aussi, non seulement de lancer un appel, ou des appels si vous voulez, mais aussi de poser une dernière question. Chacun ici sait que l'université n'est plus l'université. Rien ne marche. Les cours, comme on le dit, tafiengal, c'est ce que nous faisons. Peut-être notre amour pour le pays fait que matin, midi, soir, nous sommes dans nos bureaux. Nous ne voulons pas lâcher le pays. On peut dire que quelque part, il y a une conscience réelle. Nous aimons notre pays. Nous voulons que nos jeunes soient formés. Nous ne voulons pas que des mercenaires
vendent ce pays-là. Et ça, c'est une chose à saluer. Mais cela ne suffit pas. Aujourd'hui, vous savez que cette crise politique nous interpelle surtout les syndicats. Vous le savez, je le sais, au niveau syndical, ça dort. Nos communiqués sont monstrueux. On a même peur d'assumer nos statuts de syndicat. Mai 68, c'est une pensée qui a influé dans le monde. C'est une pensée qui est enseignée. Aujourd'hui, ce qui se passe dans ce pays n'interpelle personne d'autre que l'universitaire. Dans nos propos liminaires, le professeur a dit, quelqu'un a dit, que nous, la société nous a tout donné pour que nous ne soyons que lumière. Notre identité, c'est la lumière. Mais je crois que la lumière, là, elle ne doit pas être faite pour nous. C'est une lumière du peuple. Il est temps qu'on assume. Si nous allons dans un pays, nous, universitaires, nous nous organisons et des forces de l'ordre se permettent d'entrer ici et nous poser des questions du genre, qu'est-ce que vous faites ici? Je me suis moi-même regardé en me disant que moi, qu'est-ce que je fais ici? Je suis utile. Me voit-on comme un bandit ou un voyou? Nous devons bouger. Donc je lance un appel à l'intersyndical. Et d'ailleurs, on n'a plus besoin d'intersyndical. Un père, c'est un père. C'est à nous d'agir et nous réunir. Sud-Est, SAESO, tout ça. On dépasse ça. Ma question, c'est ceci. On est en train de massacrer nos étudiants. Ceux qui étaient venus pour rentrer avec des diplômes à la maison retournent morts. Quelles sont les chances que nous avions juridiquement pour porter plainte et engager le combat là? En fin de compte, je dis aux collègues que l'heure a sonné pour le combat des rues. Ne laissons pas le peuple mourir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je m'appelle Sekouna Diatta. Je suis enseignant-chercheur à la faculté des sciences et techniques, précisément au département de biologie végétale. Par ailleurs, je suis maire de la commune de Mangangoulak, dont les étudiants ont abandonné l'université pour se confondre dans la masse. Et l'impact de la crise sur l'université, il suffit de faire un tour à l'université le jour pour voir que l'université est abandonnée par ses occupants. Même les enseignants ont abandonné l'université. Comment en est-on arrivé là? Cette question, je pense que nous avons une part de responsabilité parce qu'on n'a pas donné la réponse qu'il a fallu au moment où il fallait donner cette réponse-là. Nos instances n'ont pas fonctionné comme elles devraient l'être. Mais nous-mêmes, on n'a pas appuyé ces instances-là dans nos organisations syndicales pour que notre voix puisse être entendue par l'autorité et qu'elle soit prise en compte. Aujourd'hui, on nous dit que l'université est fermée pour deux raisons. La première raison, c'est que les amphis sont détruits. Vous savez tous qu'il y a un seul chapiteau qui a été endommagé. Et les travaux n'ont commencé que le 1er décembre. Aujourd'hui, si vous allez regarder l'emplacement de ce chapiteau qu'on est en train de reprendre, les briques n'ont pas encore dépassé le niveau 0. Ils sont en fondation. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit qu'il faut reprendre les cours.
Et c'est là où je n'ai pas compris l'attitude des collègues. Je prends l'exemple de la faculté des sciences et techniques, ma faculté. On dit aux étudiants, revenez faire examen, mais vous n'allez pas faire l'examen dans votre faculté, vous allez faire ça à l'ESP. Et tenez-vous bien, pour ceux qui ne connaissent pas l'ESP, l'ESP est à 300 mètres de la faculté des sciences et techniques. Là-bas, il n'y a pas de sécurité, mais à l'ESP, il y a la sécurité. Est-ce cohérent? Les étudiants de la faculté des lettres, on les amène à l'ILEA, qui est également à maximum 500 mètres. À leur faculté, il n'y a pas de sécurité, mais à l'ILEA, il y a la sécurité. Or, ESP, ILEA, FASTEF, toutes ces institutions sont à l'intérieur de l'université. Et les collègues acceptent de faire cela. On nous dit qu'il faut mettre les cours dans la plateforme. C'est Google. Quelle est la différence entre télécharger un cours dans la plateforme et aller chercher des supports dans Google? Est-ce que c'est ça l'enseignement à l'université? On nous dit qu'ailleurs, ils font les cours en ligne. Il faut qu'on bascule. Et on est en train de sacrifier toute une génération. Même dans les pays les plus développés, les modèles qu'on nous demande de véhiculer ici ne sont pas véhiculés là-bas. J'ai fait 3 ans aux États-Unis. Premier semestre, deuxième semestre, troisième semestre. On n'a fait qu'un seul cours en ligne. Et pourtant, en matière de technologie, vous ne pouvez pas faire la comparaison entre ce qu'ils ont là-bas et ce que nous avons ici. Et on l'a accepté. Je pense qu'il est temps que l'on prenne nos responsabilités pour pousser l'autorité à ouvrir l'université. Quand on a repris la licence de Walfadjri, les gens se sont mobilisés, on a rétabli le signal de Walfadjri. Il faut que la même détermination anime les universitaires pour que l'université ouvre ses portes pour sa communauté. Merci beaucoup. Aujourd'hui, mon collègue a parlé de lumière. La lumière ne jaillit que lorsqu'on met les conditions pour qu'elle puisse jaillir. Quelqu'un a parlé de la Casamance. On blocus. L'université, on blocus. Cité universitaire de Mermoz, aujourd'hui, au moment où on parle, c'est un blocus. Les forces de l'ordre sont là devant. Si les universitaires, je ne peux pas avancer le mot, mais vous savez tous, et c'est là où je dois terminer, vous savez tous que si nous sommes lumière, nous sommes très loin d'être des grenades lacrymogènes interdites ailleurs, utilisées au Sénégal contre des populations. Je pense que l'heure a sonné. L'heure a sonné pour qu'on libère ce pays-là. La libération, c'est dans la réflexion, mais la libération aussi, c'est dans la lutte. Luttons pour notre liberté. Alors, chers participants, excusez-moi de faire cette petite incursion dans le protocole. Alors, je veux juste préciser une chose. Il ne s'agit pas d'un échange entre ceux qui ont fait l'allocution introductive et effectivement le public. Ça, c'est la première chose. J'inviterai également aussi les participants à limiter leurs propos, être très concis, pour maximum limiter leur intervention en 3 minutes. Et troisième chose, la parole, elle est libre. C'est vrai qu'il y a un thème qui est articulé effectivement à cette cérémonie, mais les gens peuvent effectivement exprimer leur
opinion sur la situation nationale en connexion avec l'implication que ça peut avoir sur effectivement le fonctionnement de nos universités. La deuxième chose également, c'est qu'en toute liberté, vous pouvez également aussi parler Wolof, ou alors une langue qui permettrait en tout cas une meilleure communicabilité de cet esprit, de l'esprit de cette manifestation. Donc je vous remercie et je vous redonne la parole. Alors, la parole à, oui, Alioune. Donc, bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais juste intervenir pour parler de la situation universitaire. Je suis Alioune Ndiaye, département de biologie végétale, faculté des sciences et techniques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je suis également membre du conseil académique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, pour vous dire que la situation qui est en train de gagner l'université est sauf enseignée. Toute une génération est sacrifiée. J'ai toujours dit que ce n'est plus l'affaire des enseignants, mais c'est l'affaire du peuple sénégalais. Et comme le doyen vient de dire, l'affaire des parents d'étudiants et des parents d'élèves. On ne doit pas laisser cette situation continuer. Ce qui est en train d'être fait actuellement à l'université, c'est illégal. Ce qu'on est en train de faire comme ça, ce n'est ni décidé par le conseil académique, ni par une structure donc, universitaire. C'est juste la volonté de quelqu'un qui est là, avec son équipe, est en train de faire du n'importe quoi dans cette université et c'est extrêmement grave. Pour vous dire que c'est politique dans la mesure où actuellement l'UCAD est fermé. Avant, qu'est-ce qui s'est passé? Thiès était fermé, Bambey était fermé. Pourquoi? Thiès a été fermé parce que le conseil académique s'est battu pour que Thiès puisse ouvrir ses portes. Mais l'État a dit que les repreneurs n'ont pas été payés, donc les restaurants ne peuvent pas être ouverts, et alors donc Thiès est fermé. C'est à la suite donc d'une bataille que cela a été réglé. Kaolack aussi a été fermé. Et bizarre coïncidence, quand le président Macky Sall a fait sa tournée, quand il est arrivé à Kaolack, le même jour, Kaolack a été ouvert. Bambey, la même chose. Toutes les autres universités fonctionnent maintenant, sauf l'université de Dakar. Et pour vous dire que c'est politique, regardez ce qui s'est passé à Saint-Louis. On a fermé les universités, maintenant on commence à tuer les étudiants. Et le peuple est en train de regarder. C'est extrêmement grave. L'heure a sonné. Il faut que le peuple se lève pour se libérer. Tant que nous ne le faisons pas, la situation va s'empirer et l'université va sombrer. Et quand l'université sombre, le Sénégal sombre. Camarades, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en grande partie complices, nous, en tant qu'enseignants au niveau de l'université. Parce que je ne peux pas comprendre que des enseignants sortent de l'espace universitaire où il y a les franchises universitaires pour aller enseigner juste à 100 mètres. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Et ce qui est dommage, vous allez à l'université, les formations payantes fonctionnent. Ceux qui payent de l'argent sont en train d'apprendre correctement à l'université. Vous allez à l'ESP, ils sont en train d'apprendre. Au sein même de l'université, les formations payantes fonctionnent parce que leurs parents ont de l'argent. Mais la grande masse populaire sont laissés et laissés en rade. Et c'est triste. C'est vraiment triste. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se batte. Parce que ce pays-là n'appartient pas à un groupe de personnes. Ça appartient au peuple. Et nous devons nous battre pour libérer ce pays. Je vous remercie.
Et bientôt minuit. Et minuit, c'est un autre jour. Hein. Je vous préviens. Minuit est un autre jour. Bon. J'allais dire bonjour. Oui, c'est presque minuit. Je peux dire bonjour. D'accord. J'ai juste 2 illustrations et une interpellation. Alors la première, c'est que l'autre jour, en quittant l'université, pour répondre à un coup de fil, je me suis garé et il y a un monsieur qui m'a approché. Il vendait des articles et il a insisté. J'ai dit c'était bon. Il a insisté pour me dire mais grand jàpp ci rek wax dëgg yàlla étudiant là fi mu nii comme jàng bi demeewul noonu ma xoolaat ko si j'ai encore regardé. Il m'a dit je suis en licence ici à l'université de Dakar. Ah oui? Et il était dans la rue en train de vendre des articles. Et il dit qu'il veut un emploi en attendant que l'enseignement reprenne. Ça, c'est un indicateur des impacts du thème qui nous amène ici. L'autre indicateur, c'est que je descends, je sors de ma maison, d'habitude, le soir, je rentre et je rencontre le vigile devant la maison qui se plaignait. Il avait des altercations avec une voisine par rapport à un parking, qui lui aurait dit, mais là où vous êtes garé, c'est pas une place pour garer. Et la rétorque c'était, vous n'avez rien à me dire, vous n'avez pas à me dire où je dois garer. Et le vigile était un peu frustré. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit que la voisine l'a même insulté. Je lui ai dit, non, il ne faut pas prendre ça comme considération. Et il m'a dit, pourtant, les injures qu'il proférait, c'est des injures qui, en fait, montrent que moi-même, je suis plus instruit qu'elle. Ah ouais? Il m'a dit, je suis en master de géographie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le problème, il est grave. Nos étudiants, en fait, sont perdus. Il y a beaucoup d'abandon. Et c'est ça l'impact. Le niveau a beaucoup baissé. Et c'est ça l'impact de crises comme celle-ci. Je crois qu'il nous faut avoir une réflexion intelligente pour anticiper sur ce type de crise-là. Et c'est important. Aujourd'hui, il est de la responsabilité de tout un Sénégalais d'anticiper ces types de crises. On ne peut plus être là à attendre à ce que, comme on dit, le train passe et qu'on suive après. Ce n'est plus possible. Nous, les enseignants et intellectuels, nous devons réfléchir sur à quel niveau il faudra intervenir. Parce qu'on ne peut plus être là qu'on nous amène à Sali, dans des séminaires où on nous prenne en consultance, pour réfléchir sur des problèmes pointus, y compris sur la Constitution, qui est votée après. Mais quand il s'agira d'interpréter, de réfléchir ou de modifier la Constitution, il n'y a aucune consultation des intellectuels, des enseignants. Et là, ça pose problème. Je crois que ce qui existe aujourd'hui, cette Constitution n'est pas pour un président de la République, c'est pour un peuple. Il est du devoir de tout un chacun d'entre nous de préserver cette Constitution-là. Et je crois que les responsabilités doivent être situées. Maintenant, la question que je voudrais poser aux conférenciers, je salue mon ami Felwine et professeur Diouf pour leur brillante présentation, mais la question c'est que quelle stratégie il nous faut pour des anticipations vraiment rationnelles pour éviter ces crises-là. Parce qu'on a l'impression que les politiques prennent des décisions et se fondent sur deux choses. Ils vont parler, après ça va passer. Ou les Sénégalais ne sont pas endurants. Ils vont dérouler et puis bon voilà, c'est tout. Rien ne va se passer. Je crois que la question c'est vraiment la stratégie d'anticipation qu'il nous faut. Et non plus être là à servir de faire valoir et donc agir à temps. Je vous remercie. Il y a ici un parent d'élève qui voudrait qu'on lui donne la parole. Juste une ou deux minutes.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir, citoyens sénégalais. Je suis fier de vous, très cher professeur. Je commencerai d'abord par rendre hommage à un professeur qui vient de rendre l'âme, qu'on appelle Poulain Ntunji, un grand philosophe. Moi, je suis sociologue de formation. Je suis sociologue à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc, étant élève déjà, par rapport à la problématique de la philosophie africaine, je connaissais Poulain Ntunji. Donc, avec Michel Lalé, qui a été mon professeur en épistémologie. Donc, je connais, je connais M. Ntunji. Donc, paix à son âme. Djeredjef, vous, très cher professeur, je suis plus âgé que vous, je suis plus âgé que Felwine Sarr, je suis plus âgé que Mampenda Ba, je suis plus âgé que beaucoup de professeurs. J'ai mes enfants qui sont étudiants, qui viennent d'être orientés à l'UGB. Ils ont eu leur baccalauréat avec mention. Ils sont orientés à l'UGB, mais ils ne peuvent pas étudier. Et j'ai eu honte quand on m'a demandé de venir faire leur inscription pédagogique. J'ai dit que mais je fais l'inscription pédagogique de mes enfants alors que les étudiants de Dakar n'ont pas cette possibilité. Je vous demande une seule chose. Cher professeur, 1968 a été. Beaucoup de choses, beaucoup de révolutions ont été. Mais vous, les sachants, vous avez été au devant. Je vous en prie, c'est à vous de demander à cette République d'être République. Nous, parents, étudiants, nous avons notre devoir. J'ai été étudiant, mais maintenant je suis un parent d'étudiant. Nous devons vous accompagner. C'est à vous de nous montrer la lutte et que nous montrons aux autres, les autres qui ne cherchent que leurs intérêts. Parce que quelqu'un l'a dit tantôt, à l'université de Dakar, il y a des étudiants qui font cours parce qu'ils payent. À d'autres universités, au-delà de Dakar, au Canada, aux États-Unis, il y a nos fils sénégalais qui sont là-bas, qui étudient parce que leurs parents ont la possibilité de payer. Nous, peuple sénégalais, sommes un peuple. Je vous renvoie au mot de Zola, du pain, de l'étude, Bien des choses à vous. Voilà, je suis désolé. J'ai oublié de me présenter. Je suis Mohamed Ben Omar Ndiaye. Je suis professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à la faculté de sciences économiques et de gestion. Et je suis le directeur de l'Institut de politique publique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et même membre du conseil académique. Merci beaucoup. C'est pas vous qui vouliez être candidat. Voilà. Je suis également le président d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement citoyen pour la démocratie et le développement. Et j'étais même candidat à l'élection présidentielle et malheureusement pour d'autres multiples raisons, nous avons retiré, nous avons décidé de ne pas poursuivre la candidature. Voilà. Merci. Je vous en prie, excusez-moi, je m'appelle Aboudjan. Je suis un ancien étudiant de l'UGB en sociologie. J'ai eu mon certificat de maîtrise en sociologie. Après, j'ai taquiné Mampenda Ba. J'ai eu mon master en Sciences Po. Voilà, je suis un ancien étudiant et mes enfants maintenant sont étudiants. Et je remercie Allah. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous devez venir jusque-là. Je ne vais pas venir là-bas. Quelle dame? Non, je sais bien me tenir. Bonsoir, salam alaikum. Je pense qu'il y a des gens peut-être qui ne parlent pas Wolof, je vais parler en français. Je m'appelle Yacine Fall.
je pense que li ñu fi wax ce qui se passe à l'université, c'est-à-dire que le matin je suis au pouvoir, je fais ce que je veux, li ñu xew li ñu dundee lii Sénégal tey loolu mooy résultante bi mooy li continuer yëpp am fi. Man de université bi jàng naa fi mais dama fi dem il y a quelques jours quelques semaines dem département odontologie, mais j'étais choquée gis comme c'était vide, kenn newu fa, amul étudiant amul jàngalekat. mais nag lii bésum gémmiñ la borom a koy fajal. lii foo ko wax ci àddina rek mu teg loxoom ci gémmiñam ni université bi dañ ko tëj te ñu bare ci Sénégal sax xamuñu ko, wala boog ñu bare gisuñu urgence u xeex lii. mais nag tey dafa nekk loolu yëpp am, mooy li xew Sénégal tey. bu teyee nga def nit ñi bàyyi, su ëllëgee nga def nit ñi bàyyi, ba tey li fi xew ñu bëgg nag imposer nit ñi dictat. loolu nag université espace de refus la, espace su xam-xam la, espace su jàngalekat la, espace su échange la, mais université espace su xeex la, ndax man jàng naa fi. kon jàpp naa ni toog fii tey nit ñi dañuy waxtaan sottante xalaat wax li war reexu xew ci dëkk bi, ñu ñëw ni dañ leen di gaase bu ngeen génnulee. Sénégal fi ñu toll tey war nañu seetaat suñu bopp, war nañu seetaat suñu bopp bu baax a baax a baax, ndax lii fi am yépp ñun ñoo ko nangu, ñun ñoo ko nangu, ñun sénégalais. dafa jot nag muy jàngalekat muy parent muy étudiant ñu taxaw ni dëkk bi dañ koy nanguwaat, ndax suñu ay doom mën a jàng, ku am ak ku amul. man maa ngi juddoo Waalo, maa ngi màgge Pikine, jàng école primaire, mësuma jàng beneen école bu école publique. kon doy na waar tey ñu toog université bi ñu tëj ko, mu am dégg naa 3 générations xale presque yoo xam ni jànguñu. kon loolu dafa nekk loo xam ni dañ ko war a ful Sénégalais yëpp dégg ko, ñu bare xamuñu lii. te loolu nag responsabilité syndicat la, responsabilité jàngalekat la, responsabilité parent d'élève, responsabilité sama responsabilité la, suñu responsabilité ñun ñëpp. ndax lii rek waroon na tax ñu punir ñi jëte réew mi, lii rek. maa ngi leen di gërëm, jërëjëf. Bonsoir, salam alaikum. Donc, je m'appelle Serigne Mor Bousso, ex-étudiant donc, à la faculté des sciences économiques et de gestion. Je remercie tout d'abord mon professeur Benawa Ndiaye que j'ai vu ici aujourd'hui. Donc, je pense que vous pouvez tous dire ex-professeur ou bien ex-enseignant aussi. Parce que ce qu'il y a lieu aussi de constater est que nous, étudiants, nous faisons semblant d'étudier, les enseignants aussi font semblant aussi d'enseigner, et l'État aussi fait semblant aussi de pouvoir réguler aussi l'enseignement supérieur. Et le thème aujourd'hui dit l'impact donc de la crise politique sur l'éducation supérieure. On pouvait aussi dire l'impact de la crise économique, de la crise politique sur le secteur donc de la communication qui a vu donc la fermeture de Walfadjri. On pouvait aussi dire l'impact de la crise politique sur le domaine de la santé. Donc on a un seul problème, c'est la crise politique. Maintenant, pourquoi pas ne pas fédérer les forces afin que les enseignants puissent travailler ensemble avec les étudiants, avec le secteur de la presse, avec aussi tous les secteurs pour qu'ensemble on puisse véritablement donc éradiquer ce mal qui est en train donc de gangréner notre pays, c'est-à-dire les acteurs politiques. Donc je pense que si on fait ça, on pourra véritablement régler nos problèmes. Et c'est une occasion aussi pour faire un cri de cœur. C'est-à-dire que nous, étudiants, ou bien nous, la jeunesse, on n'est pas là pour être tués. Parce que ce qui est en train donc de se passer à l'université Gaston Berger n'est pas du tout quelque chose qu'on doit cautionner. Parce que depuis très longtemps, on est en train donc de tuer les étudiants. Alors que nous, la jeunesse, nous sommes l'avenir de ce pays. Donc pour ne pas trop nous exposer, il faudra qu'on nous protège. Et c'est le rôle donc de tous les parents, c'est le rôle aussi des enseignants, c'est le rôle aussi de l'État du Sénégal de pouvoir donc nous aider à réussir dans notre pays, parce que nous aimons notre pays, le Sénégal, et pouvoir donc réussir à construire quelque chose dans notre pays, il faudra qu'on nous mette
dans des conditions idoines pour travailler, dans des conditions idoines aussi pour réussir. Donc c'est ça que je voulais dire. Halte, nous ne sommes pas donc des jeunes qu'on doit tuer, nous sommes des jeunes qu'on doit encadrer. Non à la violence, non à la mort des étudiants. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Abdoulaye Mbaye, je suis enseignant à l'ESP. Moi, je voulais juste proposer que pour une cohésion syndicale, que les mots d'ordre qui viennent soient que l'arrêt de tous les cours dans toutes les universités du Sénégal, tant que l'université de Dakar n'a pas ouvert. C'est tout ce que je voulais proposer. C'est clair, concis et net. Bon. Venez, monsieur Bouet. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Moi, je suis chercheur qui a peur de finir ses recherches parce que la politique et le politique en même temps ont clochardisé l'université. Et c'est comme ça que je résume aujourd'hui cette thématique. La crise politique ou la politique avec ses impacts sur l'université. Il y a quelques mois, au cadre de la fonction publique sénégalaise, a utilisé le même mot, clochardisation de la magistrature. Malheureusement, le juge a analysé son texte à son propre gré ou au gré du politique pour le mettre en prison. Ce que je comprends, moi, par clochardisation de l'université, c'est le fait aujourd'hui de fermer d'abord l'université et de dire aux enseignants et aux étudiants, vous n'êtes que des moins que rien. Parce que aujourd'hui, si les universités veulent réfléchir au sein même de leur cité, ils sont barricadés partout. Dès que vous sortez, c'est une horde de gendarmes qui sont tout autour de la cité universitaire. Donc même l'accès est interdit à certains autres individus qui souhaitaient rejoindre aujourd'hui ces échanges. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous sommes dans une situation où un Sénégalais, qui est aujourd'hui la plus haute autorité de ce pays, qui a fait tout son parcours dans l'école publique sénégalaise et aujourd'hui devient président de la République, en complicité avec le ministre de l'Enseignement supérieur, qui est aussi un Sénégalais qui a fait tout son parcours dans l'école publique, s'entendent pour fermer les portes de l'université. Et c'est ça qui est écœurant, et c'est ça qui a clochardisé en réalité l'université. La solution est simple. S'ils l'ont clochardisé, il faut que l'on déclochardise cette université-là. C'est aussi simple que ça. Et la meilleure façon de déclochardiser cette université-là, c'est de commencer d'abord par ces agents de la fonction publique qui sont de la sécurité, qui doivent assurer notre sécurité, arrêtent d'intimider les citoyens sénégalais. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que nous puissions exiger aux autorités politiques d'ouvrir les universités. Ces 2 années universitaires qui se chevauchent, des étudiants qui ne parviennent toujours pas à s'inscrire pour faire la première année à l'université. Donc finalement, où va-t-on? C'est pourquoi vous retrouverez ces étudiants aujourd'hui devenir des marchands ambulants. C'est pourquoi aujourd'hui eux-mêmes se permettent d'accuser ces étudiants-là de terroristes ou bien de forces obscures dans ce pays-là. Donc je crois qu'il est important que nous tous, citoyens sénégalais, que ce soit universitaires ou pas, que nous prenions les responsabilités de tous pour que nous puissions dire stop à ceci pour que l'université puisse reprendre. Si vous vous souvenez, c'est dans les mêmes contextes en 2011 que l'université a été fermée jusqu'en avril et sur la base de négociations que le régime a pu obtenir des enseignants à la reprise des cours. Mais ils en sont conscients. Ils ont fait leur cours ici à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tous les deux, que ce soit le ministre de l'Enseignement supérieur, que ce soit le président de la République, qui est la première autorité de ce pays. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il faut encore insister que tant que l'université ne rouvre pas ses portes, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que tous les autres secteurs doivent s'arrêter, doivent arrêter de fonctionner. Je vous remercie. Je suis Demba Seydi, je suis en même temps chercheur, je suis le coordonnateur d'une ONG qui s'appelle Publier ce que vous payez, qui travaille sur les questions de transparence et de redevabilité en Afrique francophone. Merci. La police, quoi. Ouais, c'est clair. Il faut que je donne le nom de tous ceux qui sont intervenus. Bon, voilà. Oui, allez. Mais oui, je dois rendre compte à la police. Je vais donner les noms. Et il y a quelqu'un encore.
Salam alaikum. Donc, je suis Moustapha Guirassi de la coalition Diomaye Président. Je suis là avec ma sœur Yacine Fall et certainement d'autres aussi dans l'amphi. Quand on a été informé de la tenue de cette rencontre-là, il était important pour nous de nous joindre à vous. De nous joindre à vous parce que nous disons la même chose, nous nous battons pour le même peuple, pour les mêmes causes. Et cause ne peut être plus noble que la cause du savoir, la cause des étudiants. Mais je me pose une question, au-delà des problèmes de gouvernance. Et lorsqu'on parle d'impact, naturellement, je m'attends à ce que les universitaires que vous êtes, que vous puissiez aussi poser la question des programmes, de ceux qui cherchent à diriger, à gouverner. Je pense qu'il est important de questionner aussi ces programmes-là. Et dorénavant et désormais, je pense qu'une décision devrait être prise par tous les universitaires. Plus jamais ça. Il faut passer au crible tous les programmes et que ce soit un engagement bien ferme de la part des dirigeants, de ceux qui veulent gouverner ce pays. Premier point. Mais ce qui m'étonne, c'est que Walfadjri soit fermé pour seulement 3 jours, 4 jours, une semaine, et qu'on puisse réouvrir cette institution. Et que pendant 1 an, que l'université soit fermée et qu'on en soit là. Il y a un problème, bien sûr, de gouvernance, c'est évident, mais il y a un problème aussi de nos rapports au savoir. Quelqu'un a parlé des parents, bien sûr, mais je parlerai des Sénégalais, du peuple de façon générale. Nos rapports au savoir. Est-ce que le savoir est important pour nous? Est-ce que l'université est importante pour nous? Et ceux qui travaillent pour l'université, les enseignants, le personnel de façon générale, est-ce qu'ils remplissent aussi, ils assument leurs responsabilités? Parce qu'il est inadmissible pendant 1 an qu'une université aussi importante que l'université Cheikh Anta Diop soit fermée et qu'on soit dans cette posture et dans cette situation. Je pense que les articulations et les interfaces entre l'université et les autres dimensions, les autres composants de la société, peut-être que les acteurs de l'université n'ont pas réussi à faire ces véritables connexions. Parce que dans d'autres pays, l'université est au cœur du développement. Lorsque l'université est fermée, les hôpitaux sont certainement fermés. L'industrie est bloquée. Il y a un blocage. Mais que l'université soit fermée pendant 1 an et qu'on ait l'impression que tout fonctionne, il y a un dysfonctionnement. Vous posez une question d'impact, mais en même temps, j'interroge les acteurs que nous sommes. Et pour terminer, chers professeurs, chers étudiants et chers acteurs, je pense que quelqu'un l'a suggéré. Il faut une cohésion, il faut une entente. Il est inadmissible que l'UGB, à Gaston Berger de l'autre côté, puisse ouvrir ses portes alors que ici à l'UCAD c'est fermé. C'est pas normal. Il y a un manque de solidarité. Il est inadmissible que Bambey fonctionne, que ici les portes soient encore fermées à nos enfants. C'est inadmissible. Donc, un mot d'ordre, je pense, que tous les universitaires, que toutes les universités, que tous les étudiants du Sénégal se mobilisent pour exiger la réouverture très rapide, immédiate de l'université Cheikh Anta Diop. C'est une insulte à l'avenir, une insulte à nos enfants, c'est le contraire du développement, c'est le contraire de la bonne gouvernance. C'est vraiment aller à contresens de tout ce que l'on dit, de tout ce que l'on veut pour ce pays-là. Encore une fois, merci pour cette opportunité et ensemble, nous vaincrons, Inch'Allah. Salam alaikum. nuyu naa leen maa ngi tudd Jamila Ibrahima Diallo
di leen remercier bu baax ci initiative bi parce qu'il était temps. Vous avez entendu ce silence? C'était gênant, non? Vous vous êtes posé des questions probablement. Trac là, stress là. Vous étiez face à l'incertitude. C'est le silence de ceux qui doivent parler et qui ne le font pas. Cette incertitude, je pense que ba ma quitté en fille yàggul 2018 la génn Université Gaston Berger de Saint-Louis. Incertitude bi ma dund bu gën a metti sama àddina mooy en 2012 am sama bac war a dem jàngi université année électorale am ma toog octobre ba avril doog a commencé cours toog sama kër mënuma dara parce que ba ma juddoo ba tey jàng rek laa xam léttuma tooguma xaw ma nu ñuy maquiller nit xaw ma dara toog jàkkaarloo ak ay nit yoo xamante ne xaw ma amaluma leen benn njariñ war a jàngiwuma foofu la tey étudiants yi toll. Les universités sont fermées. Pire encore dañuy fekk léegi ba ci biir université yi di massacrer nos jeunes frères, di martyriser nos sœurs. S'il vous plaît duñu leen wax dara parce que xam nañ sacrifice bi ngeen di def tous les jours, mais de grâce trouvez une solution pour nos jeunes frères, pour nos sœurs, parce que soxla nañ ko présentement. Merci. Oui, je m'appelle Jamila Ibrahim Diallo, je suis diplômée au chômage. J'ai un master 2 en droit de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et je suis au chômage. Merci. Vous pouvez prendre son CV. Non, attendez, il y a des collègues, attendez. Il y a des camarades qui sont en ligne aussi. Et il y en a en l'occurrence le professeur Souleymane Gomis. Issa, vous pouvez donner la parole à Souleymane Gomis, qui a levé la main, je crois. Vous voyez ça? C'est possible. Activez le micro, s'il vous plaît. Non. Si, dans ce cas, on donne la parole à notre Merci, cher Hélène. Je posais la question à mon voisin tout à l'heure, Aziz, qui m'a fait l'amabilité de m'inviter sur quels étaient les objectifs recherchés par cette première rencontre. Alors moi, nous avions fait quelques réunions avec Aziz et tout, et hier nuit, je me suis demandé en quoi je puis être utile à ce débrief-là. En regardant un peu des expériences pays par rapport à des scénarios comme ça où la démocratie prend une sacrée gifle et voilà, les universités ne peuvent pas rester en rade. Alors, je pense qu'il y a deux choses qui sont importantes pour moi, si nous devons réfléchir instrument. Il y a l'aspect conceptualisation, Felune en a parlé. Je pense qu'il est bon que chacun dans son domaine puisse descendre de son piédestal pour partager. Et je pense que le fait de communiquer seulement en français ne nous permettra pas d'atteindre nos cibles. Je m'explique. Je pense qu'il est bon que nous sachions que nous sommes une minorité, nous autres qui sommes allés à l'école. Si dans nos disciplines, chacun dans sa discipline communique par rapport à ce que nous vivons là, il est bon qu'il y ait un traducteur qui permette que la communication se fasse en Wolof. Là, ça devient beaucoup plus facile de toucher les cibles. Le deuxième mode, je pense, c'est le mode opératoire. J'ai essayé également hier de regarder, je suis tombé sur un journaliste très bon d'investigation, Ayoba Faye. Pour ceux qui ne savent pas, il est au début de l'investigation qui nous mène vers l'impasse que nous constatons là. Mais j'ai juste retenu un mode opératoire qu'il a utilisé et que nous aurions dû utiliser. Il est dans la procédure de saisir
Il a déjà saisi l'université de Stanford pour attaquer la décision de l'État du Sénégal de nous couper Internet quand bon lui semble. Je pense que dans ce combat-là, les universitaires, notamment les juristes, qui sont spécialistes de cette question, doivent pouvoir rejoindre Ayaba, qui est seul pour l'instant. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit que, en fait, si nous ne faisons rien, il va se passer, lors de l'élection, ce qui s'est passé au Gabon. Pour ceux qui s'en rappellent, lorsque l'élection s'est tenue là-bas, Internet a été coupé et les résultats tronqués ont été diffusés. Je pense qu'il est bon que nous, universitaires, dans nos domaines respectifs, nous soyons à l'avant-garde de combats comme ça. Ayaba le fait, mais ce serait bien que des juristes qui sont bons dans ce domaine le rejoignent dans ce combat pour que l'État du Sénégal soit attaqué à chaque fois que nos libertés sont piétinées. En l'occurrence, ne plus avoir Internet. Parce que le coût économique est très élevé pour les opérateurs. Parce que le coût en liberté, c'est également important. Je voulais vraiment attirer les uns et les autres sur les résultats attendus de ce que nous faisons là. En termes d'output, je pense que nous pouvons aller vers une conceptualisation. Chacun, dans son domaine, doit pouvoir communiquer et rendre digeste à ceux qui ne parlent pas français le message. Et de l'autre côté, il nous faut utiliser des instruments opérationnels. Attaquer l'État quand nos libertés sont menacées et d'autres modes opérateurs. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Moi, c'est Seydi, je suis doctorant à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département de philo. Je suis étudiant depuis lors, tous les discours étaient axés sur les étudiants. Je pense qu'il est temps que nous-mêmes nous prenions la parole et parler à notre propre compte. Je sais que mon discours ne va pas trop vous plaire, cher professeur, parce que c'est choquant. Vous ne pouvez pas appeler les gens à venir veiller ici, du début jusqu'à la fin. Aucune proposition, aucune solution concrète n'a été proposée. Tout le monde tourne autour du pot. Le premier intervenant avait posé une question concernant la Casamance et Dakar. Aucune réponse n'a été donnée. M. Mbouch a invité les gens à prendre leurs responsabilités, à assumer. Rien n'a été fait jusqu'à présent. La question que je me pose, allons-nous continuer comme ça, à tourner autour du pot sans poser des propositions concrètes? Les gens font semblant de parler, de proposer des solutions, mais il n'en est absolument rien. Personne n'assume son discours. Alors moi, je tiens à vous dire ceci. Si c'est comme ça que vous pensez que les choses vont changer, il vaut mieux d'arrêter. La révolution s'accepte et s'assume. Une révolution comme des étudiants de la licence, ça ne marche pas comme ça. Et en parlant de cela, je veux ajouter ceci. Oui, vous dites que nous sommes... les étudiants sont sacrifiés. Effectivement, nous sommes sacrifiés. Mais en même temps, vous nous sacrifiez aussi. Comment? Vous savez nettement que les cours n'ont même pas eu lieu. Il n'y a pas cours. Vous précipitez les choses en prenant votre responsabilité. 2 semaines de cours, vous voulez organiser les examens. Et vous voulez en même temps que les étudiants réussissent. Vous nous appelez pour vous soutenir dans le combat, à révolter, mais en même temps vous organisez des examens. À quand nous allons apprendre et à quand nous allons vous aider aussi. Et pourtant nous sommes là à veiller avec vous. Et le lendemain, c'est vous-même qui allez organiser des examens. Vous voulez qu'on fasse quoi? Essayez de vous revoir et essayez de prendre votre responsabilité, même pour parler si c'est un problème. Tu vois des professeurs qui éloignent les policiers de l'autre côté, de gauche à droite. Même pour être tranquille, c'est tout un problème. Mais soyez à l'aise, c'est vous qui avez convoqué les gens. Soyez à l'aise et assumez votre discours. Moi, c'est ça que j'ai à vous dire. C'est ça, et puis il vaut mieux qu'on arrête. Merci beaucoup. Écoutez, non. On va pas... Non. On va pas... C'est normal, c'est un... Ici, c'est la liberté d'expression. C'est un étudiant. C'est normal qu'il ait ce genre de discours. Il n'y a aucun problème. On l'accepte. Cela dit, je vais commencer par la fin, parce que quand même, on ne va pas vous laisser dire des choses qui ne sont pas correctes non plus. Vous pouvez donner votre point de vue, mais on doit vous dire qu'on n'est pas là pour vous aider. C'est vous qui êtes étudiant. Attention. Nous, on est enseignants-chercheurs. On est dans nos bureaux, on fait nos recherches. On aurait pu laisser croiser les bras. Tranquillement. C'est nous. Il ne faut pas inverser les choses. C'est nous qui vous aidons. C'est vous-même. On peut faire les mêmes reproches. Pourquoi vous n'êtes pas organisé? Mais pour vous révolter, justement. Vous attendez que les profs vous disent allez vous révolter. Ça, c'est responsable, vous croyez? Nous, on ne le faisait pas. Hein? Ça, c'est pas responsable du tout. Quand vous dites qu'il y a des profs qui font des examens alors que les comptes ne pas, mais ça, c'est le problème de ces professeurs-là.
Donc on peut pas, il faut régler ce problème de façon individuelle. Vous-même ne devez pas accepter de faire un examen, d'être évalué sur ce que je vous n'avez pas appris, c'est tout. C'est aussi simple. Donc ne venez pas ici quand même nous donner ce genre de leçons et ce genre de critiques. Quoi. Moi je veux que vous interveniez, mais quand même soyez cohérents. Quand vous dites qu'il n'y a pas de proposition, c'est que vous n'avez pas bien écouté, vous n'étiez pas là. Le dernier qui vient, qui a parlé avant vous déjà, a donné déjà une proposition concrète concernant Internet. Avant ça, il y a un collègue qui allait plus loin pour dire que de façon claire qu'on arrête justement partout d'enseigner dans toutes les universités tant que Dakar ne sera pas encore ouvert. Ce n'est pas une proposition concrète ça. Non, pour vous. C'est incroyable. C'est que les étudiants, vous demandez tout le temps la lune sans vous bouger, quoi. Je suis désolé. Voilà. Moi, je sais de quoi je parle. Je suis l'ancien secrétaire général national du SAES et vous n'avez pas à m'apprendre à me battre, quoi. Arrêtez ça, quoi. Bon, allez. Il y a quelqu'un qui veut dire la parole. Bonsoir tout le monde. Chers camarades, vous m'excusez. J'ai pris une chaise parce que j'ai dû aller à mon appartement pour me changer, me mettre en short parce que on est venu nous demander si on avait une autorisation pour être là. Donc pour dire quoi? Pour dire que dans ce pays-là, on est arrivé à un stade où les gens ne peuvent plus s'exprimer. On ne doit plus dire ce qu'on pense. On est capable même de nous trouver dans notre chambre pour nous dire qu'est-ce qu'on fait dans notre chambre pour dormir ou faire autre chose. Non, on en est arrivé là en fait parce que moi je ne comprends pas qu'on soit dans un espace universitaire. Je pense que la cité encore est un espace universitaire. On organise une séance de discussion, d'échange, de partage, de réflexion pour qu'on vienne nous demander est-ce qu'on a une autorisation. Je pense qu'on est arrivé, dans ce pays-là, on est en train d'atteindre le summum. Bon, merci Alun. On creuse le fond. Donc je voudrais m'excuser auprès de la communauté universitaire pour m'être présenté comme ça. Voilà. Excusez-moi. Mais je n'étais pas arrivé ici comme ça. Merci. Non, je n'ai pas commencé. Alors, d'accord. Oui, je me présente. Moi, je m'appelle Moshe Léopold Tendeng. Moshe, c'est Moïse en hébreu, Moussa en arabe. Je vais rejoindre Sekouna dans son discours. Vous savez, dans ce pays, les politiques posent des actes. On se dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Je le dis parce que j'habite la Casamance. Le bateau est important pour nous. En termes de marchandises, de produits, de matériel qu'on convoite vers la région sud. La route, il y a la Gambie. C'est des contraintes. On est entre deux pays. Il faut habiter là-bas pour le comprendre. Le seul moyen qu'on a, l'avion, ne s'est pas donné à tout le monde. Le seul moyen qu'on a pour convoyer les marchandises sans problème, sans formalité, c'est le bateau. On nous a privés de ce bateau sous prétexte qu'il y a un opposant. Et les universitaires ont dit que bon, ça n'arrive qu'aux autres. C'est les autres que ça concerne. On s'est dû. Et vous savez, quand le politique pose des actes, il n'y a pas de répondant. Il continue, il pousse. Et c'est ce qui a valu aujourd'hui cette assemblée. Sur la question de l'UCAD, camarades, il faut qu'on se regarde dans les yeux et qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas Macky Sall qui est venu dans nos instances pour prendre des décisions. Les textes de l'université ont été bien écrits. Je parle sous le contrôle de mes anciens, de mes collègues
de mes grands frères. Les textes de l'université, les étudiants sont représentés. Les enseignants sont représentés. L'autorité est représentée. Qui a pris les décisions? L'UCAD est fermé. Certains parents d'élèves vont dire oui, ils se sentent gênés. Ne vous gênez pas. Si l'UCAD est fermé, c'est parce que les enseignants de l'UCAD ont décidé que ça ferme. C'est ça la vérité. Le conseil académique, c'est des enseignants qui sont là-bas. On se dise la vérité. Moi, je ne suis pas là pour dire que oui, c'est le politique qui a tort. Le politique dit ce qu'il veut et passe par les voies autorisées pour faire valoir, même si ce n'est pas normal, ce qu'il veut, mais qui valide. Quand on va dans le domaine juridique, c'est la même chose. Vous savez c'est quoi? Le président qui dort à côté de nous a fini de diviser ce pays. A fini de diviser ce pays en utilisant les intellectuels. Aujourd'hui, nous sommes tous responsables de ce qui se passe pour des questions d'argent. Il faut le dire. Dañ bay jox xaalis indemnité wala leneen poste d'accord naa. On va faire une veillée pour sortir ne rien. Non, nañu waxante dëgg suñu biir. Dëkk bi suñu loxo la nekk. Après les politiques, c'est les universitaires. Nañ ko wax. Ñan ñooy conseiller président. Ñan ñooy conseiller ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo fa nekk. Ñun ñoo fa nekk. Bon, duma ko citer. Mais nañu bàyyi nañu sénégalais nañu xoolante suñu biir. Ñu xam fu ñu xaalis di jëmee ak fan lañ bëgg ñun lan lañ gëm. La crise aujourd'hui, c'est une crise profonde du Sénégalais. Son comportement avec l'argent, son comportement avec les postes, fala yem. Merci. Gomis est en ligne. Issa, technique, Suleiman Gomis, on peut activer son micro? On peut... Gomis, tu nous entends? Gomis. Bon, on va donner la parole à ma co-modératrice. Ou bien, non, à mon co-modérateur. Bonsoir tout le monde. Nous remercions tous ceux qui ont pu faire le déplacement. Et je m'en vais. Là, je vous dis que j'ai deux casquettes. La casquette de la représentante de la COFULEF, la Convergence des femmes universitaires pour le leadership féminin, et l'autre casquette en tant que membre simple de cette assemblée. Donc, je vais intervenir en premier lieu en tant que membre simple pour dire de façon très ramassée que nous avons, c'est vrai que nous avons deux niveaux de problématiques au niveau de cette question-là. Le premier niveau, le niveau national. On a pu croire, il me semble, que depuis la première alternance, qu'il faudrait des alternances pour que l'on s'installe dans la démocratie. Et dans les organisations de société civile, chaque fois, on remarquait que ce n'était pas ça qu'il nous fallait. Malheureusement, même cette alternance-là qu'on avait, on vient de la perdre. Cette alternance-là, en bonne et due forme. On croyait que c'était irréversible, qu'on allait organiser régulièrement ici des élections. On vient de perdre cet acquis. Et entre deux alternances, on se disait toujours qu'il faut laisser le gars travailler. Pas de contrôle citoyen. Personne ne parle. Les universitaires, je suis désolée, nous sommes tous dans notre coin en nous disant que nous sommes parmi les nantis. Nous ne sommes pas parmi les nantis. Et l'expérience d'aujourd'hui nous a montré que nous sommes aussi vulnérables que les autres. Au contraire, la frange de la population la plus impactée par cette crise, c'est justement les universitaires et l'université de façon générale. C'est pénible pour nous de subir cette délocalisation. C'est pénible pour nous de voir nos étudiants dans la misère.
Donc, maintenant, le niveau universitaire, rapidement, je m'en vais vous dire comment les institutions universitaires sont actuellement prises en otage. Avec cette nouvelle réforme qui ne dit pas son nom, qui finit d'assujettir les universités, on a perdu l'autonomie. C'est bien fait pour nous, hein? La crise là, elle est dure, mais je me dis qu'on la mérite. C'est bien fait pour nous. Combien d'années on a alerté pour dire attention camarades, on perd chaque jour de notre autonomie. Alors que c'est le même principe de décentralisation que pour les territoires. La décentralisation est une technique d'aménagement du pouvoir qui est fondée sur la création d'une personne morale de droit public autonome par rapport à l'État. Mais cette autonomie-là, c'est comme si on ne la méritait pas. Qui est-ce qui peut aller oser aller à bande facile, leur dire que vous ne lisez pas votre mère? Personne n'aura jamais le courage de le dire. Nous, est-ce que nous lit nos recteurs? Au-delà de cela, ce conseil académique, quel est l'impact que nous avons par rapport à ce conseil-là? La preuve, il y a des camarades qui sont passés, qui ont déjà parlé au sujet de ce conseil-là, et qui manifestement ont montré leur incapacité à faire bouger les lignes. Donc, à quelque chose, malheur est bon. Je crois qu'aujourd'hui, il est important qu'on repense l'université, que plus jamais qu'on ait tout ce qu'on a subi jusqu'ici. D'accord. Donc, nous avons subi les impacts en tant que père, en tant que PATS et en tant qu'étudiant aussi. Maintenant, rapidement, pour la deuxième casquette, je m'en vais vous résumer un tout petit peu le communiqué de la convergence des femmes universitaires pour le leadership, la COFULEF. Donc, nous, membres de la convergence des femmes universitaires pour le leadership féminin, COFULEF, constatons avec une grande consternation les violences